Cette émission qui a pour vocation de vous faire découvrir le travail dans le Parlement, à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au niveau des élus, les sénateurs, et ainsi que le travail des députés provinciaux de la RDC. Ça fait maintenant près de 6 mois que le président de la République, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri. Et ça fait près de 10 fois que cet état de siège a été prorogé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais y a-t-il réellement des réponses positives par rapport à ces différentes prorogations de l'état de siège? Je vous prie de suivre les réactions de la population dans cette chronique. L'état de siège est bien. Il ne faut pas prolonger à 2 ans, 3 ans. Parce que la guerre est bandana dans mon moko, mais aussi là lentement. Surtout à cause de la présence de Tshisekedi, si ça va m'agamona pour échouer. Même si nous avons besoin à quel âge nous ils ont un temps à ça nous autres après temps nous yaki. De mamunyo ce que n'a malemi. C'est que pourtant tout le besoin biso va congolais que sa présence a biso confiance. C'était ses confiance, c'était de la chance. C'est biso ba congolais pour ça l'effort et aussi sa guerre parce que parmi les congolais peu bazar la carte guerre on a aussi la guerre ici là. Maman ni la forme que yé ba ougandais to ba bwana ba burundi ba pour ba renforcer pour la guerre. C'est que pourtant tu vois présence à Sangisi Batu du sous pour ba la guerre aussi là. C'est parce que là congolais ba ba ku fa kuna ba ba ni malgré même si tu as créé mon côté, mais tu as nationalité morte. Les gens après ça, les soldats ont la guerre, ils ont un bon salaire. Si on a 200 dollars, comme ça on a 600. Pour épée ça va nous marquer si on voit même avant même la tout défisé. Par contre, on a ça ma belle bas bisaï, bas bomaï ou bas kangaï. On a la corée de bain. Et mi balé, les ba député pendant bazar on a ça ba ta ka ba loi tege. Ceux qui sont au lobby, on va valider la moitié. On va faire on va examiner loi, on va examiner après. On va dénoncer l'état de bon, selon la est examiner dans la commune. Mais ndenge bandeko na biso kuna bazonyo koma chaque jour na babitumba na banini donc ekepesa biso te. Yango ozomona makambo ya bitumba ya ese ekoti na bamikonzi na biso awa bango mpe bacomplice ya bamakambo ezoleka ese yango bazolinga te keno kimia ekota na ese mais donc avec vision ya chef de l'état il faut que non baza bien mobiliser que non bawana na este wana kimia ekota keno congolais à vivre à l'aise na mboka na ye. Vous venez de suivre les différentes réactions de la population sur la prorogation de l'état de siège. Je vous prie à présent de suivre les explications avec le député honoraire du Maba de Kichwa sur la question de notre Je suis député honoraire élu du territoire de Bem, parce qu'il y a bien une ville de territoire. Et comme cursus, en fait, j'ai été ministre provincial au niveau de la province du Nord Kivu. Ministre provincial d'abord, dans un premier temps, 2007 jusqu'à 2010, ministre provincial des mines, énergie et hydrocarbures. Et de 2010 à 2012, j'ai été ministre provincial à chaque plan, j'ai la formation et presse. En 2012, élu élu député national, pendant toute la législature de dimanche jusqu'en 2018. La situation est préoccupante au sens que ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on est en train de tuer, massacrer enfants, femmes, jeunes, et même jusqu'à ce moment, cette situation de massacre s'est étendue vers la province de l'Ituri, en particulier à Irumu, là aussi des massacres de tués. Donc la situation dans la province du Nord
générale est vraiment préoccupante et on ne sait pas jusqu'où on va aller. Parce que il y a eu encore, pas plus tard qu'il y a une semaine, des velléités d'attaque de l'armée rwandaise au niveau du territoire de Congo. Non, au niveau du territoire de Rutshuru, précisément où on a pu occuper encore la colline de Tchanzu et de Rumi. On dit que ce sont des militaires, des ex-militaires. Moi, je dis que c'est l'armée rwandaise qui continue à faire ces petits jeux qu'on se demande pourquoi on ne peut pas y aller ou les affronter directement. Oui, ça c'est vraiment intéressant. En fait, personnellement, depuis le début, je me suis toujours posé la question, l'état de siège, c'était pour répondre à quel problème? Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de réponse. Par contre, je vois l'état de siège, avec l'état de siège, on massacre encore davantage, on continue à brûler maisons, cases, même véhicules, donc des biens privés, les biens de propriété privée. Je me demande même, malheureusement, nous sommes dans ce pays où, effectivement, même la Constitution n'est pas respectée. Vous savez que la protection des biens privés est constitutionnelle. Si je ne m'abuse, ça va être dans l'article 34 de la Constitution. Mais rien n'est fait, la population est toujours massacrée et le paisible des paysans ne sait plus aller au champ. Et voilà un peu l'image même de la situation dans les territoires privés, les mêmes aussi tout, le territoire privé, qui est donc que l'État nous réserve, malgré toutes les velléités, toutes les actions qu'on a essayé de mener pour mettre fin à ça, mais rien ne bouge. Savez-vous que avant l'état de siège, non, aujourd'hui avec l'état de siège, nous sommes à plus de 1000 tués, alors que c'était moins avant l'état de siège. Donc, c'est pourquoi je me pose la question. L'état de siège était pour répondre à quel problème, et jusque-là, je n'ai pas encore de réponse. Ça n'a pas de sens pour l'état de siège. Je pense qu'il faut que le gouvernement ou les autorités aient le courage de se remettre en question. Nous sommes des humains, on peut faire des erreurs, mais ça, je pense qu'au vu de la situation actuelle sur le terrain, savez-vous, madame, que depuis disons, la semaine dernière, dans la nuit de vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, on a massacré, et ça c'est dans ma chefferie, plus de 60 personnes. Et plusieurs disparus. Un centre de santé incendié et malheureusement, ici à Kinshasa, même au niveau du gouvernement, il n'y a personne qui a pu lever son petit doigt pour parler de cette situation. On a même demandé à ce qu'il y ait soit avec les drapeaux en l'air, mais vous trouvez qu'il y a un dé national. Mais, donc c'est comme si cette partie du pays n'appartenait pas à la République. Oui, madame, comme je venais de le dire, je ne pense pas que l'état de siège reste la solution. Je pense que, comme je disais, on ne sait pas à quel problème l'état de siège peut répondre, mais peut-être on peut anticiper en disant que j'ai comme l'impression que l'état de siège a été proclamé pour casser l'élan des mouvements démocratiques. Parce qu'à un certain moment, il y avait des voix qui se sont levées, notamment les jeunes, qui demandaient non seulement le départ de la MONUSCO, mais aussi qu'on puisse faire l'audit de l'armée afin qu'on puisse voir qui est qui au sein de notre armée.
Parce que, et ça c'est l'imaginaire collectif, est convaincu que notre armée est truffée de beaucoup d'infiltrés et il sera grand temps qu'on puisse faire ce travail. On a vu, il y a eu la commission de l'armée qui est descendue, où on a arrêté certains officiers pour détournement des fonds, ou même le président, même d'ailleurs, il avait bien dit qu'au niveau au sein de l'armée, c'est plein de magouilles, il y a des officiers affairistes, et c'est à cette armée-là qu'on confie non seulement l'administration, mais aussi la conduite de guerre. Mais je pense qu'elle est dépassée, surpassée par les événements. Donc il faut rapidement arrêter cet état de siège au lieu de la prolonger. Ou alors on continue toujours, comme je le disais, on veut arrêter cet élan de mouvement démocratique parce qu'on disait à l'état de siège, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas manifester, on ne peut pas se réunir. Donc on casse tout mouvement démocratique, tout élan vers ce mouvement démocratique, ce qui est dommage parce que là, comme certains le disent, où on a tendance à virer vers une certaine dictature qui n'est pas son. Madame, vous dites que malgré toutes les solutions, je ne sais pas si on a tout essayé. Comme je disais, il faut que le gouvernement ou l'État congolais se remette en question par rapport aux actions militaires. J'ai l'impression qu'on est en train de faire la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout essayé. Moi, je pense, chez moi, on dit, quand vous trouvez que vous êtes face à un mur, au lieu de continuer à prendre votre tête sur ce mur, essayez de voir ce que vous ne pouvez pas. Les massacres ont commencé il y a plus de 7 ans de cela. Ces massacres ont continué, mais on continue toujours avec les mêmes solutions. Mais surtout, ce qu'on peut constater, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité du. Au début, on nous parlait des communautés locales qui s'affrontaient entre elles. Après, c'était les terroristes. Après, c'était les djihadistes. Après, aujourd'hui, on nous parle même de Banyakouche. Mais ce qui est grave, je parlais de l'incendie ou du massacre de 60%. Mais un capitaine de l'armée, futur porte-parole, a osé déclarer que la situation qui se passe à Bine, ou dans la chefferie de Bachou, c'est là où il a eu ce problème, la situation qui se passe dans la chefferie de Bachou, c'est un problème de conflit coutumier. Et il dit, les 3 familles régnantes, ils ont même découvert des petits livrets où on faisait des formations. Mais la zone contrôlée par notre armée, c'est dans cette même zone qu'on massacre plus de 60 personnes. Comment on peut comprendre ça? Et même, on fait la diversion, on dit que maintenant c'est le conflit de pouvoir. Donc, on a quitté les djihadistes ou les présumés ADF ou la communauté. Maintenant, c'est devient un problème de conflit. Je me demande, dans les Rwenzori ou dans le secteur de Benibao, notamment à Eligeti, où se trouve ce conflit de pouvoir pour commencer maintenant à nous donner des réponses toutes faites. D'ailleurs, j'ai toujours demandé que ces militaires doivent demander pardon à la population et à la famille régnante de la chefferie de Bachou, parce que là, il est parti, il est allé très loin dans cette problème. Toutes les solutions n'ont pas été essayées. D'abord, j'ai dit, la première des choses, c'est de comprendre l'identité de Dieu. Et je me pose maintenant la question, qu'est-ce que nos services de sécurité font, notamment les services de sécurité militaire, les services de sécurité civile, qu'est-ce qu'ils font? Souvent aussi, on est en train de massacrer les gens, non loin des camps militaires. Souvent et très souvent, cette même population informe
notre armée ou nos services que l'ennemi est en train de sillonner tel pas. Mais plutôt que de prendre les devants, aller contrecarrer cet ennemi, non, l'armée vient après le massacre. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense d'abord, l'audit de l'armée, c'est une option qui doit être faite, nonobstant les difficultés qu'on peut trouver, parce qu'on doit faire avec cette même armée, mais on doit quand même l'auditer et voir qu'est-ce qui se passe dans ce corps. Oui, les dernières incursions à Bukavu et à Tchandjou, c'est la même chose ici qui s'est passé aussi à Bunagana. Je pense que ce sont des tentatives. On est en train de chercher à tester la capacité de résistance de notre armée. Vous savez que la guerre de l'AFDL, même du RCD, ça s'est commencé par là. Donc il faut prendre au sérieux cette situation. Bon, on parle même de l'agitation des ex-M23. Et là, je me pose la question, comment un groupe d'individus peut encore se retrouver dans un sol congolais où il se revendique occuper telle portion du territoire. Là, on est en violation flagrante de l'article 52. On ne peut pas tolérer ce genre d'activité et ce genre d'action. Il faut rapidement y mettre fin. Et heureusement, la réaction de notre armée, que ce soit à Bukavu et à Bunagana ou à Moni-Tchandjou, la réplique a été totale et foudroyante et ce qui est encourageant. Oui, vous savez, le Parlement, notre Parlement a des sérieux problèmes. Et ce sérieux problème par le fait que d'abord, le mandat du député est impératif. Le mandat du député est impératif. Donc le député est libre de faire son travail comme il l'attend. Mais malheureusement, avec ces histoires de mots d'ordre, une fois on a déjà donné un tel mot d'ordre, là on ne peut pas encore réfléchir autrement, on répond à l'aveuglette. Et ce qui est dommage, c'est-à-dire que le député ne peut pas arriver à faire son travail comme il se veut, mais aussi les députés, il y a eu même certaines actions où les députés confondent en fait. Qu'est-ce que les députés confondent? Les députés confondent le travail du député. En fait, le travail, la mission du député repose sur trois points. Le travail du député, celui de la représentation du peuple, celui de légiférer, et celui aussi de contrôler le gouvernement. Mais les députés, par populisme, cherchent à soit aller amadouer telle personne de l'exécutif pour qu'il puisse réaliser tel projet dans son fief électoral. Et là, il oublie que non, lui ne peut que donner des directives au gouvernement afin qu'il puisse exécuter le travail qu'il fait. C'est-à-dire, quand vous allez en vacances parlementaires, vous revenez avec des rapports, vous faites des recommandations au gouvernement, quitte aux députés, et maintenant de suivre si ces recommandations faites au gouvernement ont été exécutées. Malheureusement, avec ces histoires de mot d'ordre ou de particratie, alors on oublie, on peut faire taire ce travail de contrôle et chercher à se faire plus des relations avec l'exécutif plutôt que d'être là comme état son autorité, parce que c'est là simplement qui est l'autorité budgétaire.
Qu'est-ce qui m'a plu? C'est-à-dire que ce qui m'a plu, ce serait des regrets et des chagrins. Des regrets, c'est à cause de cette histoire de mot d'ordre dont j'ai parlé. Et on ne peut pas arriver, ou le clientélisme surtout, on ne peut pas arriver à exercer son mandat comme il se peut. Ça veut dire que j'ai introduit plusieurs questions orales avec les Bastavi dans le cadre du travail parlementaire, mais rien n'a jamais été programmé. Rien n'a jamais été programmé, mais en réponse, j'ai recevé des accusés de réception du bureau de l'Assemblée pour dire qu'on a reçu ça. La dernière question orale avec le parti, j'avais adressé au gouverneur de la Banque centrale. Le bureau a eu même le courage de venir me dire que non, on ne sait pas convoquer le gouverneur de la Banque centrale, voyez-vous ceci ou cela, alors que la question était pertinente. Pourquoi? C'était comme si on a la question. La question c'était de savoir, demander au gouverneur de la Banque centrale, quand les grosses coupures, notamment de 10 000 francs et de 20 000 francs sont sorties, le gouverneur avait déclaré que ça ne peut pas se retrouver dans les transactions commerciales. Mais aujourd'hui, ce que nous consommons, c'est ce que nous avons. Donc je voulais qu'il nous explique pourquoi cela. Mais on a essayé de donc j'ai dit. Et aussi, chose grave, là j'ai dit ce qui est des regrets, et même des chagrins, c'est qu'on a chaque année voté le budget. Le budget est voté, mais au lieu de le disséquer comme il se doit et prendre des options pour que ce soit un budget pro-peuple ou un budget social, non, on le laisse passer. Je me rappelle une fois la Cour des comptes. La Cour des comptes avait, quand il a fait la reddition des comptes, il a estimé que le budget était mal utilisé, qu'il y a eu trop de dépassements, et ce budget-là, donc le budget de l'année précédente, et au vu de ces éléments et le nouveau budget, on ne peut pas le voter. Mais malheureusement, cette chose étonnante, l'Assemblée a pris des positions contraires à celles de la Cour des comptes. Alors que c'est la Cour des comptes, notre premier conseiller financier. Et vous voyez donc, par clientélisme, parce que si effectivement le budget est rejeté, le gouvernement doit tomber. Alors pour éviter cela, on essaie de colmater par le jeu de clientélisme, et finalement on vote le budget. Malheureusement, moi, dès toute ma législature, le budget qui a été voté, j'ai voté toujours non. Et ça se justifie par le fait qu'un pays immensement riche comme le Congo, quand on voit ce que l'IGF fait, que je salue le travail de l'IGF, félicitations à l'IGF, on attend des détournements de 50 millions, de 100 millions, de 200 millions, c'est qu'il y a l'argent quelque part. Pourquoi le gouvernement ne va pas faire un effort pour chercher à récupérer tout cet argent et avoir un budget conséquent? Voilà pourquoi je dis, j'ai quitté l'Assemblée, mais avec beaucoup de regrets et d'amertume. Ce qui doit changer d'abord, c'est accepter ou alors renforcer l'idée du mandat impératif du député. Mais aussi, probablement, essayer de trouver des mécanismes pour essayer de couper le cordon ombilical entre le député et son parti politique. Comme ça, il peut être libre de son vote. Bon, on a vu la tendance avec la mise en place de l'union sacrée, où les députés ont essayé d'aller outre le mot d'ordre de leur parti. Je pense que c'est une bonne chose. Et donc, il faut encore maintenant mettre en place des mécanismes qui rendraient libre le député à mener son action, son travail de député comme il se doit. Le député honoraire Djouma Bane qui choisit amplement étendu sur la question
la prorogation des dates de siège. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre magazine. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Merci à l'hôtel de Nuit Chatika pour nos partenaires. À très bientôt.